Bonjour, David Angelat, je suis le responsable communication et marketing du musée de préhistoire de Tautavel, qui est un établissement public de coopération culturelle. Bonjour, je suis le fondateur de Real Illusion, qui est une solution de déploiement de réalité augmentée globale. Voilà. Le projet est d'abord démarré avec Real Illusion. C'est une histoire de proximité, puisque la société Real Illusion est à quelques kilomètres du musée de préhistoire de Tautavel. Et on a initié cette collaboration uniquement sur de la communication. Le départ, c'était vraiment de rajouter du contenu augmenté, des bonus sur nos supports de com, parce qu'on avait des choses à dire et qu'on s'était dit, on va mettre ce contenu, expliquer, développer, mettre des capsules, etc. Et la réalité augmentée la chose qui était le plus adapté à ça. Cette première connexion a fait qu'après, il y a eu les années de Covid, donc on avait mis en place la communication, des jeux, des quiz, ce genre de choses. Et avec le Covid, on s'est retrouvé confronté à devoir intéresser nos publics tout en étant fermé. Et Real Illusion, lui, était, comme tout le monde d'ailleurs, ne pouvait pas se déplacer. Et donc, on a convenu de collaborer pour eux pouvoir développer leur système et faire des tests et des nouveaux algorithmes, etc., en utilisant le musée. Et nous, ça nous intéressait parce que c'était l'occasion d'offrir de la culture alors qu'on était fermé. Donc ça, c'est le point de départ vraiment de cette innovation qui a été assez loin. Alors pourquoi ça intéressait le musée? C'était plusieurs choses. La démarche, c'est que c'était le avant, pendant et après, c'est-à-dire avant la communication, pendant, offrir une expérience sur le site, et après que les gens puissent partir avec, poursuivre l'expérience chez eux, etc. Donc c'était vraiment le noyau. Et autre chose très importante, si tu peux changer la diapo, Philippe, c'était que ça ne nous demande pas de développer une application propre au musée et que ça soit sur smartphone. C'était quelque chose auquel moi je tenais beaucoup, puisque nous avons alors, présentation générale et des générations, et comme beaucoup de musées, nous avons de la difficulté de toucher les générations Z et puis bien sûr ensuite les alphas qui ne vont pas naturellement dans les musées, sauf quand ils sont tout petits, où ils viennent avec papy, mamie ou avec papa, maman, et ensuite on les perd. Ces gens, on les perd, et on sait que si on les perd là, on ne sait pas si on les retrouvera plus tard. Et ces gens-là, ils sont nés avec le smartphone. La génération Z est la génération qui est née avec le smartphone dans la main, depuis tout petit. Donc, je tenais vraiment à avoir quelque chose qui soit sur un smartphone, sans développer une application propre au musée, et qui plus est, sans avoir à gérer un parc de matériel qui dit désinfection, enfin surtout on était dans la période de Covid, dit stockage, dit maintenance, dit entretien, dit casse. On a connu les audioguides et c'est pas des bons souvenirs parce que c'était très 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 coûteux à gérer. Donc c'était vraiment cette approche-là. Donc l'objectif du départ, c'est quand même ces générations Z et les alphas qui seront encore plus immergés là-dedans. C'est comment essayer de les faire venir. Donc c'est comme ça qu'on a développé le concept de réalité augmentée dans le cadre du musée. J'ajoute juste quelque chose avant de passer la parole pour la présentation technique à Philippe. C'est que le musée actuel est un musée qui est en fin de vie. Il y a un nouveau musée qui va voir le jour, un grand musée de préhistoire, à Tautavel évidemment. Et donc, ça nous permet aussi de tester des choses pour voir ce qui pourra être développé dans le futur. On l'a testé de manière très localisée, puisque ça ne fait pas partie du projet culturel initial du musée. Donc on a testé ça sur des endroits très ciblés dans le musée, et on a tout testé. C'est-à-dire qu'on a mis plus que ce qu'on mettrait de raison pour pouvoir voir avec le public comment il se comporte. Donc c'était vraiment du prototype, j'allais dire du sucre sur du miel un peu. C'est-à-dire qu'on a vraiment mis toutes les solutions possibles dans ces endroits-là pour pouvoir avoir un panel testé. J'ai passé des après-midi, enfin des journées dans le musée pour interroger les gens, comment ils utilisaient en fonction des générations, etc. Une sorte de mini-étude d'utilisation des publics de l'expérience qu'on avait proposée à Tautavel. Alors moi, je vais rentrer plus sur la partie technique et globale, s'il veut bien. Il veut pas. Il veut pas.
Ah, ça y est. Donc au musée de Tautavel, on a eu la chance d'avoir un accès illimité à tout, que ce soit à la partie scientifique ou à la partie purement exposition, ce qui nous a permis de valider certains concepts qu'on avait imaginés au sein de Real Illusion, qui est le principe d'avoir une application globale permettant d'exploiter la réalité augmentée dans tous les univers de la réalité augmentée. Et surtout sur tout type de support, en ayant pour seul but que l'utilisateur final reparte avec une expérience dont il va se rappeler. Donc, en fait, vous allez le voir ici, donc on a commencé en 2019 avec ce qu'on a appelé le avant, c'est-à-dire des flyers avec de la réalité augmentée, mais des flyers qui étaient plus complexes qu'une simple vidéo posée sur un flyer, puisque c'était un environnement 3D avec un hologramme 2D qui apparaissait dessus, qui était un médiateur scientifique et qui incitait les gens à venir voir le musée et à découvrir des expériences digitales. Ce qui est important dans la réalité augmentée, c'est que c'est une nouvelle technologie, les gens ne la connaissent pas forcément. Il faut qu'il y en ait, mais pas trop. C'est-à-dire qu'ils viennent voir des objets, ils viennent voir des lieux, ils viennent pas voir de la technologie. Donc il faut qu'à un moment la technologie soit complémentaire et qu'elle permette d'accéder à des éléments qui ne sont pas accessibles, des choses qui sont dans les réserves, des choses qui sont des anecdotes historiques ou des anecdotes de chercheurs, et derrière qu'ils repartent avec un support de com qui va leur permettre de montrer cette expérience ou de la partager avec leurs amis, leurs familles, etc. pour faire cette fameuse boucle du avant, pendant et après, permettant de valoriser le lieu tout en proposant des expériences innovantes. Donc en 2019, on avait commencé tout simplement par 2 supports. Donc le flyer qui permettait de déclencher des quiz interactifs, puisqu'on peut intégrer dans un parcours aussi bien du game marketing classique qui va permettre de donner des informations et donner la possibilité de gagner des points permettant de gagner des remises pour pouvoir profiter d'un accès au musée. Et on avait développé aussi une carte postale en réalité augmentée qui était offerte au niveau des groupes scolaires, pour que les groupes scolaires partent tous avec un support de com qui contenait la thèse qui concernait la découverte, des photos des fouilles historiques, des vidéos qui montraient les fouilles à l'époque. Donc ça, c'était en 2019. On a continué. Hop, je suis parti. Voilà. On a continué en 2020 avec une première mondiale qui a permis d'utiliser un autre univers de la réalité augmentée. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, le premier, c'est de tout ce qu'on peut prendre en photo, qui peut déclencher la réalité augmentée. Le deuxième univers, ça peut être le fait de scanner un lieu. Donc, une salle de musée, une très très grande superficie. Et c'est cet élément-là qui devient déclencheur de réalité augmentée. Et ça permet de créer des expériences qui sont adaptatives et qui vont permettre d'avoir une notion de l'utilisateur. C'est-à-dire que je vais me déplacer vers une vitrine, je vais faire apparaître un hologramme parce que je suis à proximité de cette vitrine-là. Je vais pouvoir avoir des profils utilisateurs différents, adaptés aux enfants, adaptés aux adultes, adaptés au handicap, tout ce qui peut être handicap moteur, avec la possibilité de descendre les informations au niveau de la vue. Ça peut être tout ce qui est handicap au type auditif, avec des hologrammes en langage des signes, on y reviendra plus tard. Et donc sur 2020, on a déployé donc cette expérience-là. Le Covid est arrivé, donc il a fallu qu'on trouve des solutions techniques. Et on s'est dit, puisque les gens ne peuvent plus venir à la culture, pourquoi ne pas déplacer la culture chez les gens? Donc on s'est dit, on va prendre un objet, on va filmer un médiateur scientifique, on va faire un hologramme avec et on va l'envoyer par mail pour que les gens puissent poser dans leur salon une expérience digitale qui va être le musée chez soi. Donc on a déployé ça pendant le confinement. Il y a eu aussi le flyer qui était fait à l'époque, qui était beaucoup plus complexe et qui lui permettait de gagner des entrées gratuites pour le musée et de continuer l'expérience à l'intérieur du musée. Donc ça, c'était en 2020. On a remporté le prix Historia en 2020. Hop. Voilà. En 2021, il y a eu un événement particulier au musée de Tautavel. Il y a eu le 50e anniversaire de la découverte du crâne de l'homme de Tautavel. Donc il y a eu énormément de choses qui ont été déployées autour de ça. Et on en a profité encore une fois pour déployer une autre technologie de réalité augmentée qui était le scan d'objets. Donc on peut scanner un objet, une statue, un élément d'architecture, et se servir de cet élément-là pour détecter et rajouter du contenu digital dessus. Donc ça a été fait sur le moulage historique qui a été produit en 1974 lors de la découverte du crâne de l'homme de Tautavel. Le moulage historique du sol de fouille, voilà, pas du crâne. Le moulage du sol archéologique, puisque quand on fouille de Tautavel, dès le début, c'était un des premiers sites qui faisait ça, et il y avait une conservation par copie exacte au micron des sols archéologiques, puisque quand on fouille, on détruit. Donc c'est ce qui a servi de support. Donc en fait, on a utilisé ce moulage historique, on l'a scanné et on a reposé par-dessus tous les artefacts qui ont été extraits pendant une dizaine d'années.
Donc on les a repositionnés à partir des planches topo de l'époque et des croquis historiques, ce qui a permis en fait de pouvoir manipuler ces objets virtuellement. En regardant le moulage, on peut cliquer sur le crâne à l'endroit où il a été trouvé, et vous le verrez plus dans la vidéo pendant les questions-réponses. Vous verrez en fait le crâne sort, et on peut le manipuler et avoir des informations complémentaires, mais aussi au niveau des os de renne, etc., etc. Hop, je suis parti trop loin. Oh, je suis parti trop loin. Il est très sensible, voilà. Donc ça a permis aussi, pendant le 50e anniversaire, d'équiper toute une série de goodies qui étaient dédiés. Donc tout ça pour dire qu'on peut réutiliser un contenu. C'est-à-dire qu'un contenu produit peut avoir différentes formes sur différents supports. Donc là, on avait des magazines qui ont parlé du 50e anniversaire, il y avait des affiches, il y avait des mugs, il y avait des t-shirts, il y avait en fait tout ce qu'on peut avoir comme produit dérivé autour d'un événement comme celui-ci. Et les gens pouvaient aussi profiter de ces expériences-là à distance avec des liens qui étaient disponibles sur le site internet. Et donc à l'autre bout de la France ou à l'autre bout de la planète, on pouvait avoir Monsieur et Madame de Lomley qui présentaient la découverte avec le crâne de l'homme de Totavel. Voilà un petit peu sur l'historique sur le musée. Comme je le disais au début, je ne sais pas où est le capteur. Voilà. Comme je le disais au début, je passerai très rapidement là-dessus, mais Realivision, en fait, c'est un outil centralisé de réalité augmentée. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de développer d'application. C'est une application qui existe, qui est en ligne et qui est capable de déployer de la réalité augmentée en 24 heures. Quel que soit le contenu qu'on ait à déployer dedans. On peut déployer tous les types de formats de données existantes, puisque en dehors des musées, on travaille dans 52 métiers différents avec le même outil. Donc ça va du marketing classique à la promotion immobilière. Et tout ça, en ayant le seul focus qu'on a, c'est de se dire la réalité augmentée doit être utile, la réalité augmentée doit être progressive. C'est-à-dire qu'il ne faut pas mettre les gens devant une expérience de réalité augmentée comme ça, c'est-à-dire que de leur dire, ben allez-y, il y a de la réalité augmentée, parce que ça ne marche pas, et ils n'ont pas le souvenir de l'expérience. Donc ce qui est très important dans cette technologie-là, c'est avant, pendant et après, et surtout qu'ils partent avec quelque chose qui leur permet de continuer l'expérience chez eux. Voilà. Hop. Donc Realivision est compatible avec Android, iPhone, HoloLens, bientôt sur d'autres devices. Ah, je suis parti en arrière. Voilà. Donc on en profite pour vous annoncer en fait quelque chose qui va arriver, qui va être déployé au musée de Totavel dans très peu de temps. On a créé la possibilité de pouvoir faire des hologrammes en langage des signes pour pouvoir mettre de façon permanente des parcours adaptés à ce type de handicap. Tout simplement avec une technologie qui fonctionne sur 99% des téléphones, des stickers au sol ou de l'intégration dans des panneaux existants. Parce qu'il faut penser que la réalité augmentée, elle a un avantage, c'est qu'elle permet de rendre digital des expositions et des structures où le contenu peut être déjà relativement vieillissant, parce que la vie d'un musée n'a pas la même durée de vie que dans d'autres activités. Donc ne serait-ce que de mettre des éléments 3D, de mettre des informations digitales sur une expo et des panneaux existants, la seule chose qu'il faut faire, c'est juste mettre un petit sticker pour dire « scannez-moi, il y a quelque chose de digital sur ce panneau-là ». Donc les hologrammes en réalité augmentée, surtout dans le domaine du langage des signes, ils vont permettre en fait à n'importe quel musée, puisque la problématique actuellement, c'est d'avoir justement des guides spécialisés en permanent, qui coûtent relativement cher. L'avantage, c'est qu'avec cette méthode-là, donc on le fait en collaboration avec ces structures-là, hein, donc l'idée n'est pas de les concurrencer, l'idée est de leur apporter un nouvel outil permettant de proposer de l'accessibilité permanente et derrière d'embrayer sur des événements particuliers, par exemple comme les événements spécifiques pour ces types de handicap, où là par contre il peut y avoir un médiateur spécifique qui vient et qui va faire des parcours, etc. Voilà pour la partie sur le langage des signes. Je vais peut-être repasser la parole à David pour cette partie-là. Oui, alors ça va être testé dans le cadre d'une exposition temporaire, parce que comme je vous le disais, le musée actuel est en fin de vie. Il va y avoir un nouveau musée, donc on ne touche pas au parcours permanent, sauf pour les essais qu'on a menés parce que c'était le Covid et que c'était un contexte très, très particulier. Et je crois que techniquement aussi, ce qui fait que c'est possible avec le langage des signes, c'est les nouveaux hologrammes aussi, qui sont beaucoup plus réalistes que les hologrammes que l'on a testés en place. Je laisse Alors, préciser. Parce oui, que c'est effectivement, dans les hologrammes, on a deux types d'hologrammes qui existent. On a les hologrammes 2D, qui sont très faciles à produire, qui ont des coûts de production relativement peu importants et qui sont déployables en 24 heures. Vous pouvez déployer des hologrammes n'importe où, dans n'importe quelle structure. Et après, on a la possibilité de créer des hologrammes, ce qu'on appelle avec la captation volumétrique. La captation volumétrique, c'est quoi? C'est vous
vous allez dans un studio à 360 degrés sur fond vert avec 450 caméras et qui crée en temps réel un modèle 3D de vous-même. Et à partir de là, ben, vous expliquez ce que vous avez à expliquer et ça génère un modèle 3D qui est exploitable en réalité augmentée ou sur d'autres outils, type des casques VR, etc. Mais l'avantage, c'est que là, c'est vraiment la transposition exacte en 3D de l'utilisateur. On n'est pas sur des avatars synthétiques qui peuvent poser des problèmes dans la façon dans l'adoption en fait, de la présentation par rapport à des publics. Donc les deux types d'hologrammes existent. Certains sont plus coûteux que d'autres. Moi, ce que j'ai tendance à dire, c'est commencer déjà par des hologrammes 2D parce que c'est facile à faire, c'est facile à produire et vous n'avez pas forcément besoin de grosses infrastructures pour le faire. On a automatisé la production à pratiquement à 90%. Et après, dans certains projets, ça peut être intéressant avec des costumes d'époque, etc., pour des reconstitutions historiques ou des reconstructions sur de l'archéologie avec des acteurs pour simuler en fait des actes d'époque. Voilà. J'ai pas compris le sens des flèches. Ah ouais. Moi, il faut que je clique 2 fois en fait. Eh bien, merci beaucoup. Je ne sais pas si vous aviez encore quelque chose à... Non, je pense qu'on voilà, on est sur le. Donc pendant les questions-réponses, vous allez voir des vidéos de tout ce que je vous ai montré, enfin tout ce qu'on vous a expliqué. Ok. Merci en tout cas. Est-ce que vous avez des questions dans l'assistance? J'en ai peut-être une première, c'est concernant la médiation. En fait, ce dispositif donc est plutôt autonome puisqu'il utilise le smartphone du visiteur. Mais comment vous faites pour communiquer déjà en fait auprès des visiteurs et vraiment valoriser ces dispositifs? Et deuxième chose, c'est en termes de médiation, comment les médiateurs et les médiatrices s'emparent en fait aussi de ce projet? Alors avant tout, c'était vraiment un test donc sur quelques zones. C'est la volonté de tester le système, c'était pas de remplacer et d'équiper tout le musée. On est vraiment sur un client bêta-testeur de l'opération. Donc c'était pas du tout le but. Et ensuite, ce sont les médiateurs qui ont produit le contenu. C'est-à-dire que ça a donné aux médiateurs, l'idée c'était également de transformer des médiateurs, nos médiateurs scientifiques, en créateurs de contenu. Après, s'il faut équiper un musée globalement, honnêtement, je pense que selon les salles et selon les sujets, toutes les possibilités ne peuvent pas être mises partout. Il y a des endroits où un hologramme se justifie, d'autres où il ne se justifie pas, d'autres où les contenus augmentés pour aller expliquer ce qu'est l'objet dans une vitrine ou un tableau, peu importe, ça peut être dans un cas et pas dans l'autre. Et donc c'était quand même cette approche qui était là, même si, comme je le dis, nous, c'était vraiment très localisé, c'était pas ce but-là. Ensuite, on a réfléchi, c'était aussi la possibilité pour certains publics, effectivement, d'avoir des visites autonomes. Mais ça, on ne l'a pas testé puisque c'était localisé, mais c'est quelque chose à faire. Et pourquoi on a réfléchi ça? Parce que l'application Real Illusion permet d'individualiser les parcours. C'est-à-dire que soit par sélection, on avait testé un peu les modèles automatiques avec reconnaissance de la langue, etc. Mais c'était peut-être pour certains publics un peu trop complexe, mais au moins par un choix de menu, sélectionner les parcours, on peut envisager d'avoir des parcours jeunes enfants, adolescents, etc. Et le contenu est totalement différent en fonction de cette sélection. Mais ça peut être, voilà, l'idée c'est quand même vraiment le smartphone, etc. Sachant que moi je suis convaincu que la médiation humaine et physique aura toujours sa place dans le musée. C'est des choses qui viennent en annexe. C'est un peu les audio guides, enfin c'est des audio guides augmenté par rapport à ce qui se faisait dans le passé. Alors, on a eu la demande justement par rapport aux médiateurs scientifiques, puisque la première des réactions quand on est arrivé, c'était vous allez nous remplacer. Donc, en fait, on est arrivé, on leur a expliqué, on leur a dit que déjà, on ne crée pas d'avatar synthétique, parce qu'il faut faire une grande différence entre des vrais avatars et des hologrammes faits de vraies personnes. Tout simplement parce que le public accepte des hologrammes de vraies personnes et accepte très mal des avatars synthétiques. Et surtout, c'est que l'hologramme en réalité augmentée permet d'avoir des parcours permanents au moment où les médiateurs ne sont pas forcément disponibles, à des heures de visite qui ne sont pas forcément des heures d'affluence, et surtout ils n'ont pas le même discours, c'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier qu'en réalité augmentée, il faut faire des capsules relativement courtes, il faut donner des infos qui sont relativement précises, mais pas forcément les mêmes qui vont lire. Donc en fait, on a une double lecture en fait de la visite, et il y a des gens qui n'aiment pas du tout avoir un médiateur scientifique qui va leur expliquer, qui sont sur des parcours entièrement autonomes. Et en fait, la réalité augmentée, il faut la considérer, comme je disais depuis le début, comme un petit plus.
faut pas que ce soit prédominant dans une exposition, et surtout, c'est qu'il ne faut pas que ce soit linéaire. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que de l'entrée du musée à la sortie du musée, j'ai la même expérience. C'est-à-dire, je vais avoir un quiz interactif qui va me balader dans le musée, et puis je vais sortir du musée, et j'ai rien fait d'autre à part ce quiz interactif. Il faut laisser les gens libres sur le parcours. Il y a des gens qui sont intéressés par des parcours plutôt scientifiques, il va y avoir des enfants, il y en a certains qui vont plutôt vouloir avoir un QCM, un quiz interactif ou une chasse au trésor, ou peu importe tout ce qu'on peut imaginer autour de ça. Et en fait, c'est la totalité de ces expériences qui font que l'expérience est réussie. Il ne faut pas se cantonner. Alors, quand je dis ça, on a tendance à dire oui, mais ça coûte des budgets stratosphériques déjà d'en faire une, etc. En fait, Religion a été pensée pour contrecarrer ce problème-là. C'est que c'est pas plus compliqué ni plus cher de faire une expérience multi-expérience que d'en faire une qui va être totalement linéaire. Au niveau des médiateurs scientifiques, donc on a eu ce retour-là de leur part, c'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont vu le résultat de leurs hologrammes, ils se sont dit, mais en fait c'est génial parce que je peux me concentrer sur l'écriture et la création en fait, de nouvelles expériences pour des périodes thématiques qui vont être la fête de la préhistoire, etc., etc., puisqu'on peut changer le contenu et l'adapter en fonction de la périodicité. Voilà. Dans la réflexion, parce que bon, après on échange pas mal et c'est philosophique, on ne l'a pas mis en place, mais l'application le permet. On s'était même imaginé dans un musée du futur, mais c'est pas du tout, c'est vraiment là, on est vraiment dans du concept, qu'on pourrait très bien imaginer, même d'envisager des visites du musée différenciées dans les approches. Alors, on pourrait avoir quelqu'un qui fait une visite avec l'approche botanique de la préhistoire, l'approche évolution humaine ou l'approche évolution des outils, ce qui pourrait venir plusieurs fois avec des approches différentes, approfondies de ce qu'il pourrait voir. La technologie le permet. Est-ce que les esprits sont encore prêts? Les Z seront prêts. Les X ne le sont pas. Je suis un X, je peux être coupable. Les Y partiellement. Mais les Z et les alpha et les bêta qui sont nés là-dedans, eux, seront prêts et n'ont pas de frontière entre la réalité et le virtuel. Donc je pense qu'eux seront prêts à accepter d'avoir des lieux où ils pourront vivre des expériences totalement différentes en fonction de leur choix du moment, etc. Et la technologie le permet, c'est des choses qu'on a imaginées, qu'on ne peut pas mettre encore en place, mais je pense que c'est également l'intérêt de ce type d'application. En guise de conclusion, peut-être une dernière question. Je reprends votre jolie expression en termes de test, on a mis du sucre sur du miel. Finalement, quels sont les résultats aujourd'hui et les constats que vous avez faits de toute cette série de tests, de tous ces prototypes que vous avez mis en œuvre, de tous ces projets? Qu'est-ce que vous en ressortez en fait en quelques mots? Alors, il ne faut pas tout mettre au même endroit, sinon c'est illisible. Il faut vraiment avoir des parcours différenciés, parce que typiquement, moi, pour avoir passé une après-midi avec... c'était un groupe de papy-mamies avec leurs petits-enfants. Les petits-enfants, c'était que les objets 3D qui les intéressaient. Et les papy-mamies, c'était les contenus qui allaient expliquer ce qu'il y avait dans les vitrines. Et le fait qu'il y ait en même temps des objets 3D, ça les perturbait. Et les enfants étaient pas très contents quand ils se baladaient avec leur objet 3D et qu'il y avait un panneau avec du contenu qui se mettait au milieu. Donc c'est pour ça qu'il ne faut vraiment pas tout mettre et différencier les parcours pour éviter ces chevauchements, quoi. Et nous, derrière, au niveau des statistiques utilisateurs, en fait, on s'est rendu compte que les usages de la réalité augmentée et les interactions, parce qu'en fait, on peut interagir avec les objets, etc., effectivement, ça colle bien en fait, aux différents types de générations, avec la façon d'utiliser un smartphone, tout simplement. Et derrière, il ne faut pas oublier que ce qui est important, c'est le contexte. Et on s'est rendu compte, parce qu'on a fait volontairement des expériences où on a mis des objets 3D sans avoir de contexte audio, des objets 3D avec des contextes audio, des objets 3D avec des hologrammes, etc., pour balayer un petit peu, pour voir quels étaient les retours et la quantité d'usage. Et on se rend compte, en fait, que le contexte est le plus important, c'est-à-dire que vous avez beau poser là le plus bel objet du monde que personne n'a vu, si derrière vous n'y mettez pas de l'audio, vous n'y mettez pas quelqu'un qui explique quoi que ce soit, les gens lisent de moins en moins. Donc, on pourrait même imaginer dans ce type d'application qu'en fonction du profil utilisateur, ça désactive complètement tout ce qui est écrit, parce qu'ils ne le lisent pas. En fait, c'est ça qui est intéressant sur l'analyse, c'est la consommation des données digitales évolue énormément. Les gens regardent des vidéos de plus en plus courtes. Il faut qu'ils aient en quelques secondes l'info la plus pertinente et la plus précise. Et quand on applique ça à de la réalité augmentée, en fait, ça permet justement de créer ces espèces de parcours multi-sujets, parce qu'en fait, on n'arrive plus à capter les dernières générations sur une durée longue, sur une même activité. Donc en fait, il faut les faire passer d'une activité à l'autre de façon très rapide,
pour les inciter à aller plus loin. Et un truc, c'est que la carotte marche toujours. C'est-à-dire qu'un jeu avec quelque chose à gagner est 80 fois plus efficace qu'un jeu avec quelque chose avec rien à gagner. Même si ce qui a gagné, c'est une carte postale. Et après, pour terminer, enfin, pour clôturer, les cartes postales en réalité augmentée, si j'ai un conseil à donner à toutes les structures, ne les vendez pas. Enfin, il ne faut pas les vendre. C'est un peu goodies qu'il faut donner à la sortie. Le taux de retour sur un objet de com spécifique qui a été fait sur une carte postale de réalité augmentée pour le musée de Totavel, en fait, les retours utilisateurs et les gens qui sont venus après avoir vu cette carte postale sont beaucoup plus importants parce que derrière, ils ont transposé l'expérience à l'extérieur. Et quand on rentre chez soi de n'importe où, qu'est-ce que font les gens qu'on côtoie? Ils vont demander, ça s'est bien passé, qu'est-ce que vous avez vu? Ben regarde, charge l'application et tu as l'expérience en fait du musée. Donc ça marche bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Voilà. Vraiment juste un mot. Un petit mot parce que ça a son importance, c'est qu'avec l'application, on a testé avec identification et sans identification, ça le permet. Alors, on a délibérément testé, les gens ont servi de cobaye, c'est pas sympa pour ceux qui sont venus, mais il y a quand même vraiment une différence. Quand il faut s'identifier, il y a un frein pour certaines personnes. Le fait de ne pas s'identifier, ça ouvre vraiment les possibilités, c'est très libre, sachant que l'application permet de gérer des degrés d'accès, c'est-à-dire qu'on peut imaginer des choses qui sont en accès libre et en fonction des publics, ou si on veut faire gagner, etc., des choses où il faut, des seuils où il faut s'identifier pour aller plus loin. Écoutez, en tout cas, un grand merci pour tous ces retours d'expérience et cette générosité de partage. On peut vous retrouver à quel stand? Alors, on est au stand de J16. J16. C'est Jean-Charles que vous verrez qui est là. Et donc voilà, donc vous l'avez identifié. Et bien écoutez, merci beaucoup. Les duos de l'innovation sont finis pour aujourd'hui. Ils reprennent demain à 10h. On a 10 nouveaux duos qui seront accueillis tout au long de la journée. Voilà. Merci beaucoup et très bonne fin de journée.